Alors, maintenant, les lois de police. Alors, ce que j'ai déjà lu, voilà, je me dis, pardon, j'ai un problème avec le micro. Est-ce que tu peux- Donc, la loi maintenant, elle dit ta figure, elle me plaît pas, tu vas en prison. Euh, donc, Marie Bröckling et Constanze Kurz sont là toutes les deux. Les journalistes de netzpolitik.org vont vous informer sur les lois sur la police en Allemagne. Merci Mirko. On est en train de réfléchir si on va pas tenir la conférence en français, mais on va continuer en allemand en attendant. Merci pour le grand intérêt. Tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont allemands, qui habitent dans un land de l'État fédéral, sont concernés. On va en parler. Qu'est-ce qui est écrit dans ces lois? Quels sont les points les plus contestés qui ont été, qui ont été signés ou pas? Quelles sont les protestations? Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Et comme il se doit pour une conférence comme ça, on a aussi nos demandes qui, on l'espère, vont avoir vont correspondre à ce que vous allez demander à la fin de cette conférence. Parce que tous les développements de cette année, on va en parler. Pourquoi? On était concernés. Donc on a écrit, on peut relire tout ça sur netzpolitik.org. Donc il y a nous deux, mais d'autres membres de la rédaction également. Nous étions experts dans certaines réunions du Parlement allemand. D'autres équipes du Chaos Computer Club étaient là-bas également. On a rendu des expertises écrites et orales. Et on veut vous parler de comment ça se passe dans le Parlement. On va commencer par la question des protestations. Donc on va commencer par les points positifs et puis arriver vers ce qui est moins joli. On avait de la chance parce qu'en Bavière, bon, vous savez qu'il y avait l'élection régionale qui a sûrement mené à ce que les manifestations soient plus grandes, plus larges. On a quand même été surpris par le nombre de participants et que les images étaient quand même plutôt impressionnantes. Les politiciens ont quand même dû réagir à la grande masse de personnes qui a manifesté. C'est pas la première loi sur la police en Bavière. Il y avait déjà en Hesse une discussion et des manifestations qui ont été reconnues partout dans le pays. Et par contre, en Bavière, donc la campagne électorale a largement aidé à donner plus d'ampleur aux manifestations. Donc, Horst Seehofer a été sujet à beaucoup de manifestations. Alors, comme tu as dit, les protestes étaient très grands, ils étaient très impressionnants, plus grandes en Bavière depuis longtemps. Donc, il y avait 40 000 personnes par jour à Munich. À Berlin, c'est des dimensions qui sont connues. En Bavière, c'est plutôt inconnu. Hein. Et je peux dire qu'on le voit sur cette slide. Donc, les démonstrations n'étaient pas seulement très grandes, mais aussi très diverses. Donc, c'était quelque chose qui était très impressionnant en Bavière, que tous les autres partis qui sont pas le CSU, ils étaient tous à participer. Il y avait beaucoup aussi d'associations et de différents types de rejoignements qui étaient présents sur les manifestations. Donc il y avait pas mal de personnes aussi de la part de police et des syndicats de police aussi qui étaient présents. C'était très impressionnant quand même. Donc c'était un peu bizarre parce que aussi des personnes du foot qui étaient là, les fans
qui étaient très contre les lois de police. Donc c'était des protestes très divers quand même, il faut dire, hein. Et, à Hanovre et à Niedersachs, c'était, on était très impressionnants. Ils étaient organisés, ils avaient des t-shirts qui allaient ensemble. Donc, ce qui était un peu bizarre quand même, c'est qu'il y a essentiellement que des hommes. Mais bon, euh, ils se sont montrés très forts et très impressionnants. Et il faut dire que bon, euh, elle vient de dire que les fans de police avaient une force très frappante dans le contexte. C'est une notation intéressante. Donc, il faut dire que les fans de police sont souvent aussi, les fans de foot sont souvent aussi targetés par la police. Donc là aussi, c'était très impressionnant. On avait aussi des familles et des parents de famille qui étaient très actifs là-dedans. Alors, ce que je voudrais revenir, comment la politique a réagi à ces démonstrations. Et donc, on a de Joachim Herrmann ce qu'il a dit. Donc, il nous a expliqué, ou il va nous expliquer. Peut-être la slide est déjà, le dit déjà un peu. Est-ce qu'on l'entend? Non, on n'entend rien. Alors nous non plus, on n'a pas de son. Ah, il semble qu'il manque le son qui doit montrer les propos de Monsieur Herrmann. Bon, on essaie de faire marcher le son. J'essaie comme ça, peut-être ça marche, je sais pas. Je réessaye. Il semble que le son ne marche pas. Donc, est-ce que il y a quelqu'un qui peut m'aider parce qu'on a testé et la prise est branchée? Réessayer. Je vais essayer ici. Donc on va essayer avec les réglages système. Ah, le technicien est informé, il est sur la scène. Ne pas aller sur d'autres fenêtres, s'il te plaît. Voilà. Donc, maintenant, vous allez entendre du début ce qu'il a dit. On va essayer de vous le traduire. C'est le ministère de l'Intérieur de Bavière. Bonjour. Est-ce que vous avez été surpris par le nombre de personnes qui ont protesté parce que c'était plus que attendu? Oui, c'était très impressionnant et c'est beaucoup plus que les organisateurs attendus. Mais je suis très surpris que ce que les propagandes de mensonges a distordu le discours public. Donc on voit ce qui s'est pris, c'est les propagandes de mensonges qui lui ont surpris quand même. Et on en a parlé sur netpolitique.org et je m'en suis tellement énervé ce que les gens ont dit. Et donc j'ai écrit 2 articles pour le corriger, mais il n'a jamais répondu là-dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Bavière, justement, avant l'élection, il fallait jamais parler avec un partenaire dans la coalition. Et la loi a été votée sans aucune opposition. Et c'est vraiment la loi sur la police avec le plus de droits pour la police depuis 1945. Et tous les lands qui vont voter une loi semblable après n'ont
toutefois pas voter les mêmes nombres de privilèges pour la police. On vient de parler sur la manifestation des fans de foot. On va en parler de ce qui est le plus critiqué dans ces lois par les experts techniques, mais aussi par les experts politiques. On va pas parler de tous, mais surtout des plus contestés. Le point central, et tous ceux qui en ont déjà entendu parler, c'est le point de la personne dangereuse. Donc, il y a donc cette notion de danger qui approche, danger imminent qui existe. On ne peut pas vraiment imaginer. Donc là, c'est cette personne dangereuse. Non. Donc, la notion qu'on a des personnes dangereuses qui n'ont rien fait jusque-là, il n'y a pas encore de crime qui a été commis, sont même pas juste avant de commettre un crime. Par contre, on a une personne dont on a deux suspicions qu'elles veulent et qu'elles sont capables de commettre un crime. Le quand et le où de ce crime n'est pas connu a priori. Mais cette personne-là, je veux la soumettre à des mesures policières et cela est dans le cœur des lois sur la police. J'ai une suspicion contre cette personne. Ce qui serait logique, c'est d'élucider cette suspicion, donc de trouver des indices, de suivre des pistes. Mais ce que la Bavière fait donc, c'est d'harceler cette personne avec des mesures bien plus directes. Par exemple, cette bande autour du pied, c'est rien d'autre qu'une surveillance de l'endroit. Donc je peux toujours me rendre compte de où se trouve la personne. C'est tout à fait hallucinant pour une personne où on ne sait pas ce qu'elle a prévu de faire. Je ne sais pas non plus où. Par contre, je contrôle son endroit. Et même les juristes m'ont dit, bon, comment est-ce que ça va m'aider à éclaircir un crime dont je ne sais même pas encore où il va avoir lieu? Donc, pour cette personne, cette mesure n'a aucun sens. Alors, je dis toujours deux choses. Donc, premièrement, si on utilise ce système, par exemple, pour des gens qui sont en période probatoire et tout ça, c'est pas quelque chose comme ça. Là, c'est quelque chose pour des personnes où on a une suspicion qu'ils vont commettre un crime sans savoir quelque chose de concret. Donc, c'est vraiment quelque chose de différent. Il faut différencier aussi au niveau du langage. Si nous, on parle d'un danger imminent, on parle de quelque chose qui vient sur nous et qui est existant. Mais dans un langage de juriste et de droits légaux, l'idée c'est de danger imminent, c'est quelque chose qui n'existe pas encore mais qui risque d'arriver. Et donc le problème c'est si on les confond au niveau linguistique, ces colliers numériques ces bracelets numériques de surveillance. Parce qu'il y a des cas où il y a eu des attaques avec des attaqueurs qui portaient ce genre de collier numérique. Donc c'est pas vraiment effectif, il faut vraiment le mettre en question. Et pas dans tous les lois de police, il y a des mesures comment ces données sont sécurisées. Parce que la question c'est, est-ce qu'il n'y a pas des troisième personnes ou des personnes externes qui ont accès à ces données-là? Et ça, c'est pas spécifié dans la loi. Et donc, l'idée d'avoir de mettre quelque chose sur le pied d'une personne qui n'a pas de danger imminent, c'est quelque chose qui est très difficile. On vous a amené quelques exemples. Premièrement, on veut vous dire que les États ont fait des statements publics là-dessus. Ils sont tous publiés.
Donc c'est des textes de juristes ou d'État. Sont, donc ils ont écrit des avis là-dessus, aussi concernant les droits de l'homme. Et donc elle a dit, nous devons être conscients du fait que nous ne parlons pas d'hommes qui sont suspectés d'avoir, disons, suspectés de faire un crime. Nous ne parlons pas d'hommes, de personnes desquelles vient un danger imminent ou qui sont juste en train de commencer un crime. Ce sont des personnes qui sont quand même surveillées et réduites dans leurs droits. Donc, euh, c'est les lois vont beaucoup plus loin que le collier numérique, en fait. Donc, on parle d'une loi où les personnes peuvent être mises en prison, puisqu'on pense que dans le futur, peut-être, elle va commettre un crime. Das drastischste Mittel, was der Staat zur Verfügung hat. Und bisher in Jusqu'à présent, avant les nouvelles lois sur la police, dans la plupart des landes, on peut mettre quelqu'un en prison pendant 2 et 4 jours, parfois une semaine maximum. Et là, à chaque fois, on parle de 2 semaines et plus. En Bavière, jusqu'à 3 mois. Donc, c'est des nouvelles dimensions. Et peut-être une petite anecdote de la Rhénanie du Nord-Westphalie. J'étais donc comme experte dans cette commission. Il y avait vraiment le débat entre le parti CDU et le parti SPD si vraiment on devrait autoriser la personne à avoir un avocat si on l'enferme pendant 1 mois. Et le parti SPD a demandé, et ça a été voté, qu'on reçoit un avocat. Mais l'avocat, le contre-argument qu'on a pensé plausible, c'était mais en fait, pourquoi est-ce qu'on devrait leur donner un avocat puisque on leur reproche rien? Contre quoi ils devraient se défendre en fait? On peut peut-être encore dire 2 choses par avant. En Rhénanie-Nord-Westphalie, cette loi a été votée en décembre avec ce qui a été décrit juste avant. Et les membres du Parlement du parti SPD, qui est membre de l'opposition, se sont félicités d'avoir entré cette clause sur les avocats. Là, je vais encore vous donner un autre détail sur l'emprisonnement. On devrait parler un peu de la loi modèle sur la police. Il y a une proposition dans le contrat de la coalition de notre gouvernement actuel. Cette loi sur la police modèle est écrite dedans. Et cette mise en prison est quasiment la seule clause fédérale, puisque généralement c'est une loi régionale, une loi qui dépend du land. Et donc cette chimère du fait qu'on aurait des lois, des zones des zones de sécurité différentes, c'est n'importe quoi. Un peu comme pas mal d'arguments dans ce sujet. Je vais vous citer, nous ne voulons pas de zones différentes, de différentes sécurités en Allemagne. Et cela demande donc une loi modèle sur la police. Et justement, l'emprisonnement préventif d'enfermer quelqu'un, c'est principalement les différences entre les différentes lois sur la police dans les Landes. On va continuer un peu sur ce sujet. On a encore cette piste-là, aussi en Rhénanie du Nord-Westphalie. Donc, lors de la première expertise que j'ai donnée, que Jörg Enoschat a donnée, il y a eu pas mal de propositions. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer certaines mesures? Jörg Enoschat a dit
qu'est-ce qui se passe qu'au final, quelqu'un qui était en prison n'était même pas une personne dangereuse? Des dédommagements assez larges pourraient avoir l'effet sur les autorités de ne pas faire service, de ne pas se servir de ces possibilités d'emprisonner des personnes. Et ça n'a pas été retenu. Est-ce qu'il y a des sommes qui ont été discutées? Non, d'accord. Mais enfin, on installe une possibilité d'emprisonner quelqu'un sans vraiment d'installer d'outils de correction envers les autorités. Ça a été discuté, mais ça n'a pas eu lieu. Alors, je pense que ça va surprendre personne. Il y a encore une autre action qui a été passée dans plusieurs landes, qui a recommencé dans les landes, mais c'est différentes formes des Troyens d'État. Comme nous, on a pu en capturer un en liberté. Je vais pas trop en parler parce que je pense que vous le savez, depuis 10 ans, on travaille là-dessus. Il y a eu deux décisions de la Haute Cour à Karlsruhe, mais je vais parler de quelques aspects qui sont nouveaux et qui le centre du thème qui revient là-dessus. Déjà, il y a eu plus de on a beaucoup plus de connaissances sur le marché informatique. On a une différente situation dans l'État fédéral où il y a des entreprises qui prennent vraiment en force les ministères où ils disent que on a plus d'informations, on peut après son tu as le mot pour après-son? Chantage. Ah, ils font du chantage avec des ministères, pardon. Donc il y a des règles fédérales là-dessus qui sont déjà très contestées et on a déjà 4 plaintes contre la Constitution à la Haute Cour, mais aussi les Landes qui se sont décidées d'avoir un Troyen d'État recommence comme si la discussion n'a jamais pris place. Donc Marie en Rhénland-Westphalie et moi à Niedersachsen, on a vu des choses qui sont très surprenantes parce qu'on pense que les politiciens dans les parlements ont raté la discussion pendant 10 ans. Ils ont une idée du hacking qui vient des séries des USA. Donc alors, il y a une scène, il faut vraiment que je la raconte. Le niveau des politiques au niveau du hacking. Avec Doris Schröder-Kopf, elle est dans le Landtag de Niedersachsen pour la SPD. Et moi, j'ai fait quelques suggestions qui étaient nouvelles pour voir comment les parlementaires réagissent. Et j'ai suggéré, si on utilise le Troyen d'État, qui est utilisé pour tout qui est actif pour tous les systèmes électroniques, on devrait faire quelques exceptions. Par exemple, les systèmes médicaux, les systèmes de transport, parce que on veut pas mettre en danger les personnes en hackant ces systèmes. Donc, si on est du droit, on pourrait voir comment ces Troyens d'État ne mettent pas en danger la vie de personne. Donc il y a aussi, c'est courant que beaucoup d'hôpitaux sont attaqués par des problèmes d'IT, de failles de sécurité, des Troyens. Et donc elle a dit, mais Frau Kurz, mais si on le fait, ça voudrait dire que les criminels pourraient attaquer ces systèmes-là, donc les systèmes d'hôpitaux de transport. Et moi j'ai dit réfléchissez à ce que vous venez de dire. Donc moi j'ai pensé que c'est un peu un film très simple. Elle n'a aucune idée ce que les institutions allemandes peuvent faire et elle pense qu'on peut se hacker partout et donc si on fait une loi, ça serait aussi la limite technique.
Et par exemple, le Troyen d'État dans l'État fédéral, ce qu'il pourrait faire, il y a une grande une dissonance cognitive entre ce qui est techniquement possible et ce que les institutions peuvent payer et aussi ce que dans les têtes des personnes qui prennent des décisions, c'est un exemple. Donc il y a vraiment une dissonance cognitive. Donc en Rhénanie-Westphalie, ça n'a pas dû être vraiment différent, je pense. Il faut vivre avec ça, on en a parlé pendant 10 ans, ce que ça voulait dire, mais les politiciens pensent que c'est de la magie noire et tout se crée. Bon, je pense qu'on va laisser les chevals de Troie de côté. On a parlé des arguments clés, mais non, on n'a pas le temps. Faut qu'on passe au prochain point, la surveillance vidéo en général, mais aussi une surveillance pas dans le sens classique, mais aussi une surveillance de personnes, parce qu'il y a des composantes biométriques qui rentrent en jeu, puisque la caméra collecte aussi des données individuelles. Donc, c'est un mélange entre les différentes méthodes qualitatives. Il y a eu pas mal de recherches sur la surveillance vidéo, et en Bas-Saxe, il y a certains résultats de ces recherches qui ont démystifié les arguments pour la surveillance. Mais bon, il ne faut pas faire de longues études pour reconnaître qu'une caméra ne va pas protéger des victimes de leurs assassins. Donc, il y a eu des chercheurs empiriques qui ont parlé sur ce qui a été fait, sur ce qui peut être fait par la surveillance. Par exemple, le fait d'évacuer, de pousser la criminalité ailleurs que dans les villes. Mais ce qui s'appelle la surveillance intelligente, c'est souvent la détection d'anomalies ou de la biométrie. C'est un domaine sur lequel on va devoir regarder avec plus de vigilance. Ce que Marie a déjà fait allusion, c'est le terrorisme. En plus, surtout en Rhénanie du Nord-Westphalie, parce que cette loi, elle porte un certain cachet. C'était juste après l'attentat de Strasbourg. Et en effet, le ministre de l'Intérieur de la Rhénanie du Nord-Westphalie, il s'appelle Herbert Reul. Il se met devant les caméras, il dit « En fait, on n'a pas le droit de dire, mais… » Il prend tout de suite référence à l'attentat de Strasbourg. Et ensuite, dans la phrase d'après, il parle de pédophiles, de stalkers, de harceleurs et de hooligans. Donc, il mélange un contexte assez douteux. Donc, notre argument, c'était toujours que les arguments des partis politiques, c'était toujours qu'on fait ça parce qu'il y a un danger imminent. Et c'est quelque chose qui peut pas être prouvé dans le temps. On peut pas prouver que ces lois qui ont apparu en 2017 et tous les lenders qui ont introduit ces lois, c'est des lois qui viennent avec les décisions de la Haute Cour en Allemagne. Et donc, ils ont continué de parler après la décision de la Haute Cour, ils ont commencé à faire ces lois. Donc, de dire que c'est à cause d'un danger imminent, c'est totalement faux. Donc, il faut vraiment imaginer, vous imaginez qu'il y a un ministre de l'Intérieur qui se met là et qui se dit, si on aurait eu ces lois, on n'aurait pas pu avoir ces attaques terroristes, ce qui est totalement faux, menti, et c'est juste ce qu'ils veulent dire. Mais bon, c'est juste ce qu'ils veulent parce qu'ils ont une excuse.
Donc l'argumentation, c'est qu'on aurait pu éviter quelque chose. On vous a amené un audio. Euh, on va essayer de jouer l'audio. On va voir. Donc ça, c'est Matthias Becker. Il est aussi, on travaille dans le droit. Je crois que pour ça, l'arsenal qu'on a, on va ajouter que les préparations pour des actes terroristes sont déjà punissables par loi. Et donc, ça veut dire que les actions des institutions doivent être vues d'une manière critique, parce que euh, la question c'est si même ces institutions n'arrivent pas à éviter les attaques terroristes alors que déjà les taux stages de préparation sont punissables, pourquoi en étant leurs possibilités s'ils faillissent. Donc les premiers aspects en juillet étaient clairs de l'attaque de Anis Amri. On a vu que les décisions qui ont été prises, il y a des choses qui ont été très claires. Les possibilités étaient là de le surveiller, mais en pratique, les institutions n'ont pas n'ont pas été utilisées de manière correcte pour agir correctement. Donc on a vu qu'ils ont vraiment failli parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils pouvaient faire. Et donc la solution, c'était d'étendre leur permission. Donc ça, c'est vraiment un problème en fait. Donc on n'a pas trouvé de juristes ou de chercheurs de droit qui ont partagé cette opposition. Il n'y avait aucune assemblée de Länder où ils ont apporté des données, par exemple des statistiques qui ont été actées. Combien de machines ont été attaquées par le Staatstrojaner? Combien de fois est-ce qu'on peut l'utiliser avec succès? Donc, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais montré en fait. Alors moi, je ne me rappelle pas que quelqu'un ait dit ces données. On va rentrer dans le cœur du sujet, et parce qu'on a là une présentation très visuelle sur ce que vous pouvez voir dans votre propre land. On va un peu démontrer les différences dans les landes. Les landes un peu plus claires sont les landes, vous les connaissez tous de votre cours de géographie, qui ont des nouvelles lois sur la police, soit comme brouillon, soit soit ça a déjà été voté. Et on a Barré, Brême et Berlin, puisque en Brême, le brouillon a été retiré après un débat politique, grâce à des manifestations qui ont eu du succès. Vous allez vous dire, les partis en Brême voient ça différemment, mais bon. Et Berlin, Barré également, parce que, bon, en Berlin, il n'y a pas encore de brouillon public, on ne sait pas encore ce qui est écrit, mais il y a eu des expertises publiques de la part du gouvernement, et on veut devenir un grand modèle pour le pays. On cherche à écrire une loi sur la police libérale et on a de grands plans. Berlin est gouverné par une coalition rouge-rouge-verte, hein, ça il ne faut pas oublier, comme la Thuringe. Et la Thuringe, on ne sait pas pourquoi, c'est pas sur la carte, mais la Thuringe a annoncé qu'il n'allait pas écrire une nouvelle loi sur la police. On va travailler de gauche à droite, c'est pas chronologique, on veut juste vous donner quelques différences, on va mettre en valeur quelques différences. Donc Rhénanie du Nord-Westphalie, ce qu'on a dit, la loi a été votée juste avant le congrès dans le Parlement régional et ça a été avec les voix du SPD qui est dans l'opposition, ça il faut le répéter.
Donc, on s'est dit c'est une coalition entre les Verts et les Noirs et ils se sont dit bon, on se comprend, on a compris comment ça marche, donc on a 50 ans d'expérience, donc on va maintenant travailler là-dessus aussi. L'AfD n'a pas voté. On a regardé le débat entier. L'AfD a toujours parlé des migrants, mais donc ça n'avait aucun contexte là-dessus. L'argumentation a été que si tous les immigrants sont partis, on n'a pas de criminalité. Ce qui est vraiment impressionnant sur NRV, il y a eu beaucoup de voix positives qu'ils ont vu 2 lectures en Parlement. Normalement, ils font un brouillon et après, ils font une première lecture avec des experts et après, ils font une décision. Mais à NRV, ils ont eu tellement de critiques avec la première lecture avec les experts qu'ils n'ont pas eu le courage de voter directement. Donc, ils ont fait une modification, on fait une relecture et on l'a voté. Et c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Moi, je viens de regarder ce qui est vraiment intéressant à une lecture comme ça. Donc, moi, j'étais invité à la seconde lecture. Il y avait 10 personnes. Hein, et des 10 personnes, il y avait 4 qui étaient policiers. Donc, on était 5 juristes, moi et 4 policiers. Et c'est quelque chose qu'il faut se mettre dans la tête. Ce sont des personnes qui sont des représentants de syndicats. C'est comme si on parle... si on parle d'une nouvelle loi sur les soins médicaux et qu'on invite des médecins. Donc c'est quelque chose qui est vraiment impressionnant parce que les personnes qui utilisent ces lois sont vraiment incorporées dans le procès de décision. Donc c'est très très impressionnant. Donc nous on était dans deux lectures différentes et la moitié des personnes qui étaient là, c'était des policiers. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très... je comprends très bien parce que les policiers veulent attraper des criminels, mais d'un autre côté, c'est un peu bizarre de les prendre dans une commission qui décide sur les lois que la police a en tant que décision. Peut-être que les libéraux ont essayé de prendre des décisions là-dessus, mais donc On passe au prochain land. Est-ce qu'on a oublié... Si, on a oublié quelque chose. En Rhénanie du Nord-Westphalie, peut-être qu'il y a certains qui ont participé. Il y a eu cette histoire du Hammerforst. Donc, ça parle de la lignite, du charbon en Allemagne. On garde ça en mémoire parce qu'on a un extrait de la Rhénanie du Nord-Westphalie, mais on retient que les activistes, les méchants activistes, ont mis de l'acide sur leurs ongles. Ça va encore jouer un rôle plus tard. Parce qu'il faut faire quelque chose. C'est pas possible que les activistes font ce qu'ils veulent. C'est une citation de M. Golland du parti de CDU. Ok, Basse-Saxe. La Basse-Saxe a tenu des débats. La loi n'a pas encore été votée. Il y a eu... oui, il y a un équivalent au service scientifique du Parlement fédéral. C'est des scientifiques, des juristes qui sont payés par l'État, par le Land, pour donner leur avis. Et donc, ils ont reçu ce qui a été débatté. Et on leur a demandé d'en faire une loi. Ils ont dit « Oh mon Dieu, c'est pas possible !» Ils ont donc publié un document impressionnant qui est public, qui déchire pièce par pièce, inclut le collier numérique, tout ce qui a été noté. Donc, citation, ce n'est pour nous absolument pas compréhensible ce qu'on veut réussir avec une personne qu'on ne reproche rien avec ce collier.
Donc on ne connaît pas les documents de tous les parlements régionaux, mais là, on le connaît très bien. Et on les reconnaît comme travailleurs assidus. Ils ne s'arrêtent pas dans tous les procès. Euh, nous voulons encore mentionner Rainer Wendt, qui a été expert dans un débat. Et bon, les politiciens, ils n'ont plus aucune honte. Enfin, non, on n'a pas le temps, désolé. On parle de Bade-Württemberg. Voilà. En Baden-Württemberg, en 2017, on a fait une modification en fin 2017 de la loi policière. Donc ils ont mis quelque chose de nouvel comme le collier numérique, le troyen numérique, la surveillance des vidéos et des moyens de communication. Mais il y a encore un nouveau brouillon là-dessus. Mais on ne sait pas encore aussi loin qu'il va. La discussion a changé un peu avec les manifestations. Donc on va voir. Hein. Hessen, c'était le premier cas. Il y a eu des débats, mais pas de grandes manifestations. Donc il y a une anomalie à Hessen en fait. C'est pour ça que on est très engagé au CCC avec nos points régionaux. On a essayé d'aider avec des sites. Donc là, ils ont essayé de donner le Trojan à les services secrets. Donc c'est quelque chose. Ils ont même si ça n'a pas été passé, ils ont eu beaucoup de nouveaux droits. Donc là aussi, il y a des nouvelles publications de nous sur ce thème. Donc vous pouvez voir, c'est très critique. Tout est sur Internet. Vous pouvez lire, mais même ça a été passé les lois, sauf la loi pour les Troyens, pour les services secrets. Donc, la Bavière qui est noire, maintenant là ils sont plus noirs, c'est la couleur politique, ils sont noirs et bleus maintenant, mais en mai 2018, c'était la majorité absolue de le CSU. Donc il y a deux choses qui sont vraiment deux importantes. Pour Bavière, ils ont fait un numéro spécial pour quelque chose spécial. Donc ils peuvent prendre des personnes en prison de manière préventive. Et donc Bavière a fait quelque chose que personne n'a fait. Et eux, ils peuvent mettre emprisonner avec un soupçon une personne pour un temps illimité. Donc avec une suspicion, on peut le mettre sur 3 mois. Et tous les 3 mois, on peut renouveler cet emprisonnement. Donc, il n'y a pas de durée maximale. Donc, on se pose vraiment la question quand le premier cas d'un emprisonnement indéfinitif à cause d'un soupçon de crime sera actif. Et la Bavière a aussi étendu l'analyse DNA. Donc, la Bavière est le seul land qui utilise ça. Et l'idée, c'est que les traces DNA, on veut les analyser. Et ce qu'on veut voir, on peut essayer de deviner la couleur de la peau d'une personne et son ethnicité à base de la DNA. Donc il y a eu beaucoup de manifestations là-dessus. Donc je vais vous donner un site web de scientifiques de Freiburg. Et vous allez sur vie-dna.de. Et là, vous avez beaucoup d'informations sur ce thème et des publications scientifiques bien recherchées. C'est encore pire que dans le débat sur le cheval de Troie. Donc ces publications sur l'ADN, on peut apprendre beaucoup de choses sur l'analyse de l'ADN. Maintenant, le Mecklenburg-Vorpommern. Il n'y a pas de cheval de Troie. Par contre, il y a aussi le collier numérique et des interdictions de se trouver à un certain lieu depuis le mois d'avril. Et ça a été annoncé de serrer les taux. Dans le Brandebourg, il y a un brouillon. Et dans 2 semaines, il y a le premier débat avec les experts. Par contre, il y a pas mal de manifestations déjà.
Ça va sans doute être voté au printemps. C'est censé contenir un cheval de Troie, on n'est pas encore sûr. Et là, on va parler de la Saxe. Vous avez certainement vu les annonces pour les manifestations. Il y a déjà euh, des manifestations de prévues. Ça ne va pas contenir de cheval de Troie. Par contre, quand même, une loi qui doit resserrer et augmenter les droits de la police. Donc, si vous voulez participer aux manifestations, il y a les liens vers ce rassemblement de manifestations. Et donc maintenant, on passe à la surprise. On a amené un exemple, mais peut-être je vais encore... c'est quelque chose que je voulais dire encore. On a parlé plutôt une extension des droits de lois qui punissent des crimes. Donc en fait c'est un peu un début. On commence à transférer les lois qui existent au niveau fédéral au niveau des lenders. Donc il y a des détails qui sont différents. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas attendu les décisions de la plus haute cour allemande. Donc maintenant, on a notre ministre de l'Intérieur très sympathique. Donc avant qu'on joue, il faut se mettre en mémoire ce qu'on a dit au début. Toujours l'argument, c'était qu'on a une criminalité qui augmente et aussi on a beaucoup de terrorisme international. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ces droits vraiment très durs. Et ça, c'est vraiment le jour où à NRV, ils ont décidé la loi de police. Et son commentaire de ministre de l'Intérieur. Donc, quand on regarde le stream, c'est un truc bizarre, mais ça ressemble vraiment à ça. Et l'analyse de Messenger, de WhatsApp, les limites de garder des personnes. Ce qu'on fait, on a besoin de plus de 2 heures pour analyser l'identité d'une personne. On peut pas prendre une personne qui a un soupçon, on peut pas la laisser partir juste parce qu'on n'a pas son identité. Donc c'est pas un étoile du droit ce qui se passe les états du Hambacher fort, c'est quelque chose qui devrait occuper tout le monde qui est plutôt moins sain. Donc on devrait contrôler les centaines de personnes, on veut contrôler l'identité, mais c'est impossible parce que on peut pas assurer l'identité de 500 personnes en 12 heures et on doit les partir, ils peuvent continuer, ça n'a aucun sens. Et puis alors, si quelqu'un donc c'est pas un problème de l'État. Chacun a dans la propre main de partir, d'aller en prison. Si tu dis ton adresse et ton nom, tu peux rentrer à la maison tout de suite. Donc vous avez une impression du niveau du débat de ces parlements d'État. Et donc je pensais, ça m'a vraiment choqué, hein, parce que 2 semaines avant, j'étais au ministre de l'Intérieur et j'ai dit que j'ai vraiment beaucoup de problèmes avec ces systèmes parce que si on les crée maintenant, dans le futur, on va étendre ces services aussi sur d'autres groupes de personnes. Et à l'époque, on m'a dit non, ça va pas être le fait. Et lui, maintenant, le ministre de l'Intérieur, 2 semaines après, a dit on va utiliser ces mesures sur tout le monde. Des hooligans, des pédophiles, des criminels. Et on a un deuxième exemple. Ce même ministre de l'Intérieur s'est montré avec le nouvel véhicule antiterroriste. Donc, c'est pas seulement au niveau technique, mais c'est aussi une augmentation matérielle. Donc, le commentaire, c'est que dans un autre land, cet état de police ce véhicule avait des symboles qui sont ajoutés aux parties de l'Est dans un véhicule de police. Donc, il y avait des débats là-dessus. Donc, il peut rien à son apparence, mais on lui a posé les questions
s'il pense qu'il va avoir des doutes devant la Cour constitutionnelle. Euh, euh, oui, je pense que il va avoir des plaintes contre la Cour constitutionnelle et, euh, et non. Et donc, il pense qu'il va avoir en tout cas des plaintes et il est curieux de voir ce qui se passe. Hein. Il pense que c'est totalement normal qu'on fasse des lois qui sont pas conformes à la Constitution. Hein. Donc, c'est vraiment très intéressant de comment il tourne les états des choses. Parce que l'idée, c'est pas qu'il fasse des lois qui soient donc les anticonstitutionnelles. Donc les lois ne sont pas faites par par la Cour constitutionnelle qui orige les lois, mais par les parlements qui font des lois qui sont constitutionnelles. Donc ça c'est quelque chose qui est très remarquable. Hein. Je m'indigne, mais on n'a plus que 3 minutes. Et là, voilà nos points finaux, nos demandes. Et nous espérons que vous allez tous vous rassembler derrière nous et les chanter fort lors de la prochaine manifestation. C'est pour ça qu'on les a formulés de façon très simple. Je reste sur le point, on a les meilleurs arguments et on a encore plus de bons arguments. Juste parce que, surtout parce qu'on se trouve maintenant dans des voitures qui sont des ordinateurs, on va continuer notre résistance contre les chevaux de Troie. Ce chemin de hacker des ordinateurs du côté de l'État, ce n'est pas correct, il ne faut pas faire ça, et nous nous y opposons. Deuxième point, c'est moins pratique pour chanter lors d'une manifestation, parce que la protection de la vie intime s'appelle donc l'intimité très intime. C'est quelque chose qui est sur nos appareils. Ça appartient justement à cette intimité intimissime en quelque sorte. Ce n'est pas la même chose que la vie privée en général, mais elle est complètement protégée. Peu importe du danger imminent ou non, personne n'a le droit d'y accéder et il faut donc agir pour la protéger encore plus fort. Ceci est aussi difficile à chanter lors d'une manif. Il y a des alternatives qui ne sont pas anticonstitutionnelles. Par contre, elles ne sont pas recherchées. Et justement parce qu'il y a beaucoup de juristes dans les parlements, c'est les seules opinions qui sont entendues. Donc, le débat est souvent comment est-ce qu'on peut tout justement rendre ça légal au lieu de réfléchir à des alternatives techniques. Nous voulons quitter cette politique de sécurité ressentie. Ils ont besoin de justifier leur loi de sécurité, ce qui n'est pas fait en ce moment. Il faut arrêter de parler de sentiments, mais de retourner aux faits. Une politique de sécurité n'est pas seulement répressive, donc c'est quelque chose qui est important pour les Landes. Donc la police, une politique de sécurité, c'est pas juste les lois. Il y a beaucoup de possibilités d'agir contre une criminalité dans les villes. Par exemple, avec des constructions, de planning de ville. Donc c'est pas que des solutions techniques. Il faut aussi entrer beaucoup plus d'autres d'endroits pour attaquer ces problèmes. On n'a pas beaucoup de temps. On ne veut pas de surveillance sans raison. C'est quelque chose qui ne doit pas avoir de futur dans aucun des thèmes qu'on travaille. Donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup, même avec des décisions de cour justice. Et
Vous savez encore ce que c'est, la Gesamtüberwachungsrechnung? Oula, les gens ont dormi là. La Gesamtüberwachungsrechnung, c'est un mot qui vient d'une décision de la Cour constitutionnelle d'Allemagne. C'est qu'on regarde la quantité de surveillance peuvent être considérées à la même temps. Donc, on peut faire des idées s'il y a des endroits où on peut disparaître. Donc, on peut calculer combien d'aspects de la vie publique sont surveillés par des mesures policières. En général, la logique du danger, il faut la surpasser. On doit pas accepter cette préposition de l'action contre le danger. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Et l'idée qui se solidifie, l'idée d'un criminel potentiel, c'est quelque chose qui n'existe pas depuis longtemps encore. L'idée de personnes qui sont dangereuses en elles-mêmes, c'est une contradiction à l'État. Je peux pas penser en tant qu'État qu'une personne est dangereuse pour toujours et que je dois la mettre en prison pour toujours. Donc c'est vraiment très problématique et il faut se battre contre ça. Et je pense que les manifestations comme N-Teilbar et les autres sont vraiment très importantes, qu'on n'accepte pas une ségrégation dans ce domaine, qu'on ne parle pas d'autres, mais qu'on vraiment attaque ce sujet directement. Donc, avant que Mirko nous chasse de la scène, on veut quand même parler des armes de guerre qui sont dans la main de la police. Parce que là, vraiment, ils ont mis ça dans leur brouillon. En principe, ils doivent être utilisés avec précaution, comme des grenades, avec lesquelles on ne doit pas tuer de personnes, mais quand on s'en sert, il y a des exceptions. Les femmes enceintes et les enfants, et lancer des grenades dans des grands groupes de personnes, ils ont mis ça comme exception. Mais je me dis quand même, où est-ce qu'ils ont mal tourné? On met quand même pas de grenades dans les lois pour les droits de la police. Ceci conclut notre présentation et merci beaucoup pour votre attention. Alors, juste pour pas que Twitter vienne d'exploser que mon scooter a été volé, sur ce côté de la scène, on a vu un scooter qui s'est garé illégalement et on l'a déplacé de manière légale de l'autre côté de la scène. Et maintenant encore, faites du bruit pour les speakers de ce talk.